7 novembre, au matin. Une atmosphère sombre et brumeuse régnait en Finlande. Aux premières heures du jour, les élèves se dirigeaient vers l'école, emportés dans la banalité de leur routine quotidienne. Personne ne savait encore que cette journée se terminerait par des cris résonnants dans les couloirs et une obscurité irréversible. Après être entrés en cours, puis sortis en récréation, les élèves juste discutaient et riaient dans les couloirs lorsqu'un bruit de détonation les fit sursauter. Aucun d'entre eux ne pourrait se remettre facilement du traumatisme qu'ils allaient vivre, et ils perdraient leurs amis les plus chers. Plus rien ne serait jamais comme avant au lycée de Jokela. Avant de passer au massacre du lycée de Jokela en Finlande, si vous vous abonnez à la chaîne et que vous aimez la vidéo, vous m'apporterez le plus grand soutien. Maintenant, je vous emmène en 2007, en Finlande, ce paradis naturel de l'Europe du Nord, l'un des pays les plus heureux du monde. Pekka Erik Ovinen est né le 4 juin 1989, dans la région calme de Jokela, située dans les limites de Tuusula, en Finlande. Par sa structure, la Finlande était une géographie ordonnée et paisible, où le taux de criminalité était presque inexistant. Pour Erik, la vie avait commencé dans ce qui pouvait être considéré comme l'environnement le plus stable possible. Le statut économique et social de sa famille était solide. Son père, Ismo Ovinen, travaillait aux chemins de fer nationaux finlandais, tout en étant un musicien de jazz talentueux, se produisant sur des scènes locales. Sa mère, Marja-Liisa Ovinen, était une fonctionnaire reconnue, également connue pour son rôle dans les administrations locales. La famille Ovinen, avec ses revenus réguliers et son mode de vie stable, donnait de l'extérieur l'image d'une famille finlandaise de classe moyenne parfaite. À la maison, il n'y avait ni violence apparente, ni crise ouverte. Cependant, sous cette surface calme, se cachait une distance émotionnelle et un manque de communication qui allait s'approfondir avec le temps. La période de la petite enfance d'Erik était décrite par sa famille comme extrêmement calme et sans problème. Comparé à ses pères, il pleurait moins, avait tendance à se replier sur lui-même et passait plus de temps avec des objets qu'en interaction sociale. Ce silence, interprété à l'époque comme un signe d'adaptation, était en réalité l'un des premiers signaux de son introversion future. Entre les vies professionnelles et sociales, chargées de ses parents, Erik continuait de grandir dans son propre silence. Il n'y avait aucun manque physique. Cependant, l'absence de ce lien profond capable de nourrir son monde intérieur créait lentement un vide dans cette famille finlandaise pourtant ordinaire. Durant la période préscolaire, Erik continua à adopter ce comportement extrêmement calme et sans problème. Il pouvait passer des heures dans un coin, à jouer avec ses jouets. Pour sa famille, il correspondait parfaitement au profil d'un enfant facile. Cependant, il n'était pas très enclin à communiquer. Même lorsqu'il interagissait avec sa famille, il limitait ses échanges avec les autres. Dans les environnements sociaux ou familiaux, il restait discret, presque invisible. Dès son plus jeune âge, Erik montrait des signes d'introversion, mais son entourage continuait simplement à le qualifier d'enfant adapté. Avant même de commencer l'école, il fréquentait déjà une maternelle à Jokela. Alors que les enseignants observaient attentivement tous les élèves, ils entretenaient un contact plus rapproché avec Erik. La raison était qu'il évitait le contact visuel avec les autres. Lorsqu'il croisait le regard de ses camarades, il détournait immédiatement la tête et se mettait à manipuler les objets devant lui, souvent de manière tendue.
Il montrait un intérêt marqué pour les voitures, les pièces mécaniques et les phénomènes naturels, avec une capacité de concentration très intense. Tandis que les autres enfants jouaient en groupe et participaient à des activités collectives, Eric restait constamment seul. Il ne voulait personne à ses côtés. Lorsqu'un enfant essayait de se joindre à lui, il abandonnait ses jouets et s'éloignait. Quand Eric rentrait de l'école, son père Ismo répétait sa musique, tandis que sa mère Marja-Lisa s'occupait de contenu politique. Pendant ce temps, Eric restait seul dans sa chambre, parlant comme si quelqu'un était à ses côtés, inventant des histoires. Bien que ce comportement puisse être observé chez de nombreux enfants, chez Eric, il semblait déjà être un signe clair de déconnexion du monde réel dès son plus jeune âge. Les années d'école primaire marquèrent le début de sa période la plus profonde d'isolement social. Tandis que les enfants de son âge jouaient au football et formaient des groupes, Eric restait dans un coin, observant les autres seuls, avec un regard méprisant. La raison venait du fait qu'il se considérait mentalement plus avancé que les autres enfants. Lorsque ses camarades l'invitaient à jouer, il n'hésitait jamais à dire que les jeux d'enfants étaient stupides et inutiles. Cela le faisait apparaître comme arrogant et étrange aux yeux des autres. Eric était un élève très brillant. Comparé à ses pairs, il se situait à un niveau nettement supérieur, presque digne d'une intelligence exceptionnelle. Il montrait un intérêt particulier pour l'histoire, la philosophie et les sciences sociales. Ses enseignants soulignaient son talent dans ces domaines, mais ses camarades, eux, commençaient à envier cette réussite. Avec le temps, Eric devint la cible constante de sa classe. Sa faible constitution physique et son attitude introvertie attiraient les harceleurs. Lorsqu'on se moquait de lui, il restait soit complètement silencieux, soit répondait de manière froide et excessivement rationnelle. Cela ne faisait qu'encourager davantage les autres à s'en prendre à lui. Ses enseignants le décrivaient comme un élève évitant les conflits, très performant académiquement, mais ayant besoin de soutien social. Pourtant, personne ne réalisait la gravité de la situation, ni la haine qu'Eric accumulait intérieurement. Le collège allait commencer de la manière la plus sombre pour lui. Alors que ses camarades grandissaient et devenaient physiquement plus forts à l'adolescence, Eric restait frêle parmi eux. Cela suffisait pour faire de lui une cible facile. Dans les couloirs de l'école, les coups d'épaule, les affaires cachées ou cassées, les insultes et même la violence physique devinrent une routine quotidienne. Il en vint à haïr non pas l'école, mais ceux qui s'y trouvaient. Pour donner un sens à l'humiliation qu'il subissait, il se réfugia dans la philosophie et commença à faire des recherches obsessionnelles. Au collège et chez lui, il lisait Friedrich Nietzsche, Arthur Schopenhauer et Platon. À mesure qu'il approfondissait ses lectures, les gens devinrent à ses yeux une masse stupide, et il s'accrocha au concept de Übermensch, l'homme supérieur. Par ailleurs, en explorant le darwinisme social, il en arriva à interpréter le harcèlement comme une loi naturelle, tout en codant sa propre vengeance comme une forme de purification. Au cours de cette période, il découvrit aussi sa seule échappatoire, Internet. Dans le monde réel, il était un enfant harcelé et marginalisé. Mais dès qu'il entra dans l'univers en ligne, il commença à ressentir une liberté totale. Au début de YouTube, il se construisit une identité dure, intellectuelle et intimidante. Les premières bases du pseudonyme Sturmgeist 89 furent posées à ce moment-là. Il n'était plus seulement Eric, mais un prétendu penseur, un maître, un guerrier, sans se rendre compte qu'il devenait l'architecte de sa propre fin.
Pour le lycée, Eric s'inscrivit au lycée de Jokela, même s'il pensait pouvoir repartir de zéro. Son passé le suivit. Il continuait d'être harcelé, subissant même des violences physiques. Pourtant, il n'y prêtait plus attention. Il adoptait une apparence de plus en plus sombre. Vêtements entièrement noirs, bottes militaires et un t-shirt portant l'inscription « Humanity is overrated ». Académiquement, il devenait aussi un personnage de plus en plus étrange. En particulier en histoire et en philosophie, il posait des questions déstabilisantes, cherchant à établir une forme de supériorité sur ses enseignants. En arrière-plan, il menait des recherches intensives sur Hitler, Staline et les idéologies extrêmes de droite comme de gauche. Peu à peu, son lien avec la réalité se reconstruisait autour de ces idéologies sombres. Lorsque certains camarades, par curiosité, s'approchaient de lui, il le voyait consulter des contenus liés à ses idées. Avec le temps, il devint quelqu'un que les autres préféraient éviter, sans vraiment savoir qui il était. Après l'école, Eric se consacrait à YouTube, encore à ses débuts. Il produisait des contenus destinés à plaire aux groupes fascinés par Columbine, enregistrant des textes et les publiant sur sa chaîne. À mesure que ses vidéos atteignaient un certain public, il en produisait de plus en plus. Progressivement, sa chaîne commença à grandir. À l'époque, il comptait entre 500 et 1000 abonnés, et les commentaires sous ses vidéos disaient des choses comme « Tu es un grand penseur » ou « Tu as raison de haïr le système ». À mesure qu'il lisait ces commentaires, Eric commença à se voir non seulement comme quelqu'un destiné à changer le destin de Jokela, mais celui du monde entier, un prétendu leader. L'ivresse du pouvoir qu'il ressentait derrière son ordinateur devint si intense qu'il finit par en perdre totalement le contrôle. Pourtant, dans la vie réelle, lorsqu'il sortait de sa chambre, Eric savait qu'il devait porter le masque du garçon sage. À table, le soir, il adoptait une attitude calme et obéissante face à sa mère. Sa famille pensait qu'il passait tout ce temps sur l'ordinateur à étudier ou à jouer. Mais en réalité, sous leurs yeux, Eric creusait un gouffre dans le monde numérique, un gouffre dans lequel il s'apprêtait à entraîner des dizaines de personnes avec lui. À la fin de l'année 2006, la situation d'Eric échappait totalement à tout contrôle. Lorsque sa famille remarqua son isolement extrême et des signes de crise de panique, ils l'emmenèrent rapidement dans une clinique psychiatrique. Mais dans une décision presque scandaleuse, les spécialistes, après examen, qualifièrent son état de dépression adolescente et de phobie sociale. Sa demande d'hospitalisation fut refusée. On lui prescrivit simplement un antidépresseur, en disant à sa famille qu'il devait le prendre régulièrement, puis on le renvoya chez lui avec négligence. Dans les mois qui suivirent, Eric ne prit pas ses médicaments de manière régulière. En particulier, les antidépresseurs de type inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine qu'il utilisait pouvaient provoquer des effets secondaires comme un émoussement émotionnel et une augmentation des tendances agressives. Avec une utilisation irrégulière, Eric devint quelqu'un qui ne ressentait plus la peur et qui avait complètement perdu toute empathie. À partir du début de l'année 2007, Eric commença à agir de manière plus impulsive. Il continuait d'aller à l'école sans problème, conservant toujours la même apparence, silencieux mais brillant sur le plan académique. Cependant, son regard devenait de plus en plus vide, plus inquiétant. Son corps était présent, mais son esprit restait ailleurs, quelque part sur Internet. Durant cette période, Eric se distinguait de plus en plus en histoire et en philosophie.
Ses commentaires sur les régimes totalitaires, les idées radicales et les événements violents de l'histoire glaçaient le sang de ses camarades. Il faisait même des blagues étranges, insinuant qu'un jour, il ferait quelque chose. Mais personne ne le prenait au sérieux. Pour eux, Eric était simplement un élève sage et studieux, incapable de passer à l'acte. Ils considéraient cela comme des absurdités d'adolescents. Pendant que la vie scolaire suivait son cours, en arrière-plan, Eric préparait son immense projet numérique, des vidéos YouTube et un texte qu'il appelait le Natural Selector Manifesto. Lorsque l'été arriva, voulant prouver qu'il n'était pas qu'un rêveur, il s'inscrivit dans un club de tir et commença à s'entraîner. Ces entraînements se poursuivirent jusqu'en octobre. Ce même mois, lors d'un entretien avec la police finlandaise, il remit son masque de garçon modèle et se montra parfaitement calme. Il joua avec succès le rôle d'un jeune curieux et sans danger. La police ne se doutait pas que ce garçon, qui portait des antidépresseurs dans sa poche et rédigeait un manifeste chez lui, préparait un massacre. 19 jours avant l'attaque, il obtint officiellement son permis d'armes. La première chose qu'il fit fut de se rendre dans une armurerie. Là, il acheta un pistolet de calibre 22, qu'il nomma plus tard Catherine, ainsi que 10 chargeurs supplémentaires et plus de 600 balles. Pour Eric, tout était presque prêt. De retour chez lui, il remplit ses chargeurs et finalisa son manifeste. Il prépara un énorme dossier numérique contenant ses photos, des images de lui avec son arme et des textes expliquant pourquoi il haïssait l'humanité. Il lui restait encore 19 jours avant de passer à l'acte, et il continuait à publier des vidéos sur YouTube avec une mise en scène presque cinématographique. Durant ces 19 jours, Eric continua de porter son masque et de tromper tout le monde. Étrangement, il n'a manqué aucun cours jusqu'au dernier jour. Même la veille de l'attaque, il était présent en classe comme tous les autres élèves. Personne n'imaginait qu'un massacre aurait lieu le lendemain, tandis qu'Eric finalisait silencieusement ses plans. Après l'école, il rentra chez lui, passa quelques heures sur des forums, puis alla se coucher calmement. Le 7 novembre 2007, il se réveilla tôt. Le temps était brumeux, mais cela n'avait aucune importance pour lui. Il se mit immédiatement à son ordinateur et téléversa son énorme dossier numérique et son manifeste sur différents forums. Ensuite, il se rendit sur sa chaîne YouTube pour publier sa dernière vidéo. Lorsqu'elle fut mise en ligne sur la chaîne Sturmgeist 89, il était 11h44. Eric, lui, avait déjà commencé le massacre à l'école. En quittant son domicile, il avait déjà manqué le premier cours, chose inhabituelle pour un élève comme lui. Vers 11h36, il arriva à l'école à vélo. Dans son sac à dos se trouvaient son arme, ses chargeurs et plus de 600 balles. De l'extérieur, il semblait être un lycéen tout à fait ordinaire. Il entra calmement dans l'établissement. Dans le couloir principal, les élèves profitaient de la récréation, riaient et se préparaient pour le prochain cours. Tout semblait normal. Eric s'arrêta soudainement au milieu du couloir, sans précipitation, avec un sang-froid glaçant. Il ouvrit son sac, sortit son arme, Catherine, et tira à bout portant sur un élève, Samélie Nurmi. La balle lui traversa la tête, le tuant instantanément. Le coup de feu plongea les élèves dans la stupeur. Lorsque Samélie s'effondra dans une mare de sang, le chaos éclata. Les élèves commencèrent à fuir dans tous les sens. Eric afficha un sourire sadique, lança des insultes et cria « La révolution a commencé !» Il visa ensuite 2 autres élèves en fuite. Le premier, Mika Petri Poulkinen, fut abattu d'une balle à l'arrière de la tête. Son corps
heurta violemment un casier avant de s'effondrer. Puis Eric tira sur Harry Juhani Palsanen, qui tentait de s'échapper. Blessé au corps, Harry tomba au sol et succomba peu après à ses blessures. Après chaque tir, Eric vérifiait mécaniquement son arme, comme un personnage de jeu vidéo. Il ne ressentait aucun remords, exécutant ce qu'il considérait comme une mission, comme un robot accomplissant la purification décrite dans son manifeste. Sans attendre, il monta à l'étage vers la bibliothèque et le centre multimédia. Pendant ce temps, un élève avait déjà appelé les secours en pleurant. Alors que la police et les équipes médicales se rendaient sur place, Eric entra dans la bibliothèque. Les élèves s'étaient cachés sous les tables, retenant leur souffle. Il se mit à circuler entre les tables, choisissant ses victimes. Il s'approcha de Anna-Katarina Laaksonen-Kinnunen, 25 ans, et lui tira au visage, la tuant sur le coup. Puis il abattit Mikko Christian Tapani Hiltunen, 17 ans, d'une balle dans la gorge, avant d'éclater de rire. À un moment, il pointa son arme sur un élève caché sous une table, mais ne tira pas. Il lui dit « Aujourd'hui est ton jour de chance. Je t'épargne. Va raconter à tout le monde ce que tu as vu. » Son intention était de laisser une trace traumatique durable. Pendant que les coups de feu résonnaient encore, la proviseure Elena Calmi annonça au micro. Entrez dans les classes, verrouillez les portes. Mais au lieu de fuir, elle avança vers le danger pour protéger les élèves. Eric la rencontra près d'une sortie. Elle tenta de le calmer avec des paroles douces, mais il n'était plus un élève. Il était devenu un meurtrier. Il lui tira dessus à plusieurs reprises, la tuant devant les élèves. Eric laissa son corps et retourna à l'intérieur. L'infirmière scolaire, Sirka Anneli Karaka, tentait de soigner les blessés malgré les cris et la panique. Malgré la peur et le chaos, elle s'efforçait de remplir son devoir avec professionnalisme. Quand Eric revint dans le couloir, il aperçut l'infirmière. Tandis qu'elle continuait à soigner les élèves blessés, il s'approcha d'elle. Lorsqu'ils se regardèrent dans les yeux, Eric n'hésita pas une seconde. Il lui tira dessus à la tête et à la poitrine, la tuant sur le coup. L'infirmière s'effondra dans une mare de sang. Immédiatement après, Eric prit son sac à dos et commença à verser un mélange d'essence et de diluant dans les couloirs et sur le mobilier de la bibliothèque. Son objectif était clair, ne laisser aucun survivant. Après avoir répandu le liquide, il alluma son briquet et mit le feu. Heureusement, l'incendie ne se propagea pas largement. Il provoqua surtout de petites flammes et un épais nuage de fumée. Profitant de cette fumée, Eric avançait dans les couloirs, comme une ombre. À ce moment-là, un élève de 16 ans, Will Walter Haino, tenta de fuir en courant à travers un passage entre les couloirs. Mais Eric apparut soudainement devant lui. Avec un sourire terrifiant, il le fixa. Lorsque Will tenta de faire demi-tour, Eric lui tira d'abord dans le dos, le blessant grièvement, puis s'approcha et l'acheva d'une balle dans la tête. Ensuite, Eric se mit à tirer de manière incontrôlée, criant des ordres et proférant des insultes. Vers 12 heures, les forces spéciales finlandaises, accompagnées de la police, des secours et d'un hélicoptère médical, encerclèrent le lycée. Malgré l'hypothèse principale d'un seul assaillant, les autorités envisageaient aussi la présence d'autres tireurs. Finalement, les unités entrèrent dans le bâtiment. Les secours trouvèrent la directrice Elena Calmi grièvement blessée. Malgré leurs efforts, elle succomba rapidement à ses blessures. Pendant ce temps, la police évacuait près de 200 élèves. Eric tenta de tirer sur les forces de l'ordre depuis une fenêtre, sans succès. Peu après,
Il se repositionna dans un couloir et tira 2 fois sur des policiers qui tentaient de le raisonner sans les atteindre. Pris de panique, il se réfugia dans les toilettes près de la cantine. Il jeta son sac et sa veste, entra dans une cabine et se tira une balle dans la tête. Les coups de feu cessèrent. À 13h54, la police enfonça la porte et trouva Eric encore en vie. Il fut transporté d'urgence à l'hôpital, mais succomba environ 10 heures plus tard. Le bilan s'éleva alors à 9 morts, y compris lui-même, et 13 blessés. Le lendemain, la Finlande déclara un deuil national. Des milliers de personnes déposèrent des bougies et des fleurs devant le lycée. Suite à la tragédie, les lois sur les armes furent durcies. L'âge minimum passa de 15 à 18 ans et des évaluations psychologiques strictes furent instaurées. L'école resta fermée quelques jours avant de rouvrir le 12 novembre. Une cérémonie d'hommage fut organisée. Beaucoup d'élèves eurent du mal à revenir, certains nécessitant un suivi psychologique pendant des années. Un espace commémoratif sobre fut créé près de l'établissement. Chaque 7 novembre, des bougies y sont allumées en mémoire des victimes. Nous arrivons à la fin de l'histoire du massacre du lycée de Jokela. Merci de votre attention. Que pensez-vous de cette tragédie? Si vous souhaitez voir plus de contenu de ce type, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo.